en bûchant puis en me disant que je suis pas le plus talentueux. Probablement que je suis pas mal moins talentueux que beaucoup de monde que je voyais autour de moi, mais il y a personne qui va travailler plus fort que moi. Il voulait que j'aille là-bas, que je sois permanent à Toronto, que je sois un des chefs d'antenne pour Sportsnet, pour Hockey Central à l'époque. Et tout ça, c'est un défi qui m'intéressait au plus haut point. Mais en même temps, j'ai eu d'autres opportunités ici à Montréal. Ben, je veux dire, avant, même entre chaînes, c'était à peine si des fois tu pouvais, tu sais, entre journalistes, des fois, il y avait une crainte de se parler. Puis si tu travaillais pour une chaîne, ben, tu parles pas à l'autre chaîne. Puis c'était comme quasiment une guerre, là, puis ça voulait se donner des coups de poing sur la gueule, là. Tu sais, ça commençait très, très haut, là, je veux dire. Oui, ça allait bien, mais écoute, pourquoi ça a terminé? Faudrait peut-être le demander à TVA, pourquoi ça a terminé. C'est arrivé... subitement. Ouais, c'est arrivé subitement. Ben écoute, à la base, il y a toutes sortes d'histoires que les gens veulent présumer, qui disent que je suis parti pour une raison X, Y, Z. La raison qu'on m'a donnée, et il n'y avait aucune raison de penser autrement, mais ultimement, c'était aussi étrange que ça peut sembler, je pense, que mon départ, moi, de la télévision, est un cadeau d'une certaine manière, parce que ça m'a quand même forcé à trouver un miroir, à regarder dedans, à me regarder moi, puis à me réévaluer, puis de m'éloigner de toute la bullshit, de m'éloigner de toutes les... Tu sais, des fois, il y a des histoires qu'on se raconte, ou il y a des mensonges qu'on va se dire. Ben moi, je me suis éloigné de ça, puis je me suis dit, OK, bon ben, c'est quoi les histoires que je me raconte qui sont pas vraies? Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, on reçoit notre invité Louis-Jean qui est un journaliste sportif qui a roulé sa bosse autant du côté francophone que anglophone, qui a monté les échelons pour finalement se ramasser chef d'antenne du réseau TVA Sport. Et sa fin a été, ça a terminé un peu en controverse, ça a fait beaucoup jaser au Québec. Fait qu'il est venu nous parler de ça sur le podcast. En plus, il est venu nous parler de c'est quoi l'univers, l'ambiance dans les chaînes de sport, dans les médias sportifs. Fait on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé de c'est ça, le média sportif et comment il se porte ce média-là aussi. Fait que bref, un énorme merci à Louis-Jean qui est venu sur le podcast. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il continue à donner ses commentaires, ses opinions sur les nouvelles, les actualités sportives. Puis il est vraiment très très intéressant. Fait que bref, encore une fois, gros merci à Louis-Jean d'être venu sur le podcast. Cette semaine, encore une fois, le podcast est commandité par nul autre que procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Bellucci, des excellentes cafetières, c'est la haute qualité. Vous pouvez pas en avoir des meilleures qu'eux autres. Ils sont durables, efficaces et sont crissement belles aussi. Fait que je vous encourage à pogner une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, faites-les sur le site de procafetière.ca. Comme je l'ai dit les 2 dernières semaines, ils ont passé au feu, man. V'là 2 semaines, ils ont passé au feu Pro Cafetière et en même pas l'espace de 2-3 jours se sont trouvés un nouveau local temporaire pour pouvoir continuer à vous donner un excellent service. Fait que bref, allez les encourager, allez les supporter comme eux autres ils font avec mon podcast. Fait que c'est temps de leur redonner. Fait qu'allez faire tous vos achats au procafetière.ca ou allez les voir à Varennes à leur à leur nouveau magasin. Fait que bref, un gros merci. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, encore une fois, juste vous rappeler que si vous voulez encourager le What's Up Podcast, bien important, devenez membre Patreon au patreon.com/What's Up Podcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Puis c'est pas cher, c'est 3-4 piastres, puis pour moi ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage à aller vous abonner ou sinon allez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif, hein, écrivez sportif. Écrivez sportif dans les commentaires comme ça. Moi, ça va m'aider avec les algorithmes. Et aussi, si vous voulez me voir en spectacle, je vais être mon spectacle Jer Alain Maturisé. Je le fais pour une dernière fois à Québec au Festival de Comédia. C'est le 1er août. Vous pouvez vous procurer des billets. Si vous avez des passes, vous allez pouvoir venir me voir. C'est le 1er août, je pense à 8h. Bref, allez au Comédia, vous allez pouvoir
pouvoir le voir. Et aussi, le 2 août, on enregistre un WhatsApp devant public. Fait que c'est avec Yann Terriot qui va venir. Ça va être lui mon invité. On va avoir bien du fun. Encore une fois, vous pouvez y assister avec vos passes Comédia. Ou sinon, le 10 août, je vais être à Alma. Les billets sont disponibles au jeralain.com. Sinon, sur ça, un gros merci tout le monde. C'est super apprécié. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Cette semaine, super content de le recevoir. Journaliste sportif Louis-Jean, ça va bien? Ça va très bien toi-même, merci de l'invitation. Yes, merci d'accepter. J'ai appris que tu es un gars de Macham. J'étais un gars de Macham, ben oui. Tu connais Macham? Ou... ouais, moi je viens de Gatineau, fait qu'on riait beaucoup de Macham. Fais bien attention, par exemple, il n'y a pas personne pour te défendre, tu vas faire ton smart sur Macham. Ouais, je sais. Je vais faire attention à ce que je dis. En fait, j'ai grandi, je me suis promené un peu partout à travers le Canada, mais à un moment donné, on a déménagé en Outaouais. OK. On a quitté le Nouveau-Brunswick, puis mes parents s'étaient établis en Outaouais, fait que... T'as passé combien de temps, là? À partir de l'âge de 10 ans, j'ai déménagé à 10 ans, puis mes parents sont encore là aujourd'hui. OK, fait qu'ils ont resté pour de bout, là, pour un bon... Là. Ouais, OK. ouais, exactement. Ah, puis comment qu'on que le monde pense? rit, il y a beaucoup de gens qui rient des gens de Gatineau, puis vous autres, vous essayez de vous en prendre aux gens de Macham ou... c'est ça, c'était... C'est Macham, la pêche aussi, hein, je pense. Exactement, ouais. Ça s'appelle Sainte-Cécile de Macham. C'est un petit village que... écoute, moi, comme je dis, je suis passé d'un gars de la ville, quand j'ai habité ailleurs au Canada et tout ça, au Nouveau-Brunswick, entre autres. Fait que je suis passé d'un petit gars de la ville qui... Je m'appelais un petit gars de la ville dans le sens que j'avais pas rien fait de mes mains, j'avais jamais travaillé à part couper la pelouse, tondre la pelouse chez nous, ces choses-là. Et quand on est déménagé à Macham, ben là, mes parents ont acheté une maison centenaire. Fait j'ai appris à travailler de mes mains, j'ai appris à travailler avec de l'équipement, j'ai appris à bâtir des choses, j'ai développé complètement un autre aspect que j'aurais pas eu. Alors moi, je suis très reconnaissant d'avoir été à Macham. C'est un très, très bel endroit pour la campagne et tout ça. Alors, j'ai encore beaucoup de familles qui sont encore là-bas. Là, mes parents sont là-bas, mais j'ai beaucoup d'amis qui habitent encore dans ce coin-là. T'es-tu un gars manuel? Fais bien attention. T'es-tu un gars manuel? Oui, je suis un gars manuel. Ah ouais? Ouais, je suis un gars manuel. J'ai rénové mes maisons. J'aime ça faire des travaux manuels. Ça m'aide à me changer les idées aussi. Mais ouais, je suis... Fait qu'on peut sortir de Macham, mais on sortira pas Macham. Du gars, ouais, c'est ça. On peut sortir le gars de Macham. En fait, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est sûr que j'ai eu des jobs. J'ai eu des jobs très, très physiques. Quand j'étais jeune aussi, là, travailler faire des travaux là, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Landscaping, là, de paysagement, ces choses-là. Paysagement, ouais. Travaux de construction routière. Fait que j'ai fait des jobs très physiques. Et assez jeune, je me suis rendu compte que je suis aussi bien d'aller étudier puis d'avoir une bonne job que d'avoir à travailler physiquement toute ma vie. C'est dur, c'est tough. J'aimais ça, faire ça, mais ça a été une motivation assez jeune de rencontrer puis d'avoir côtoyé puis travailler avec des personnes qui étaient des pères de famille, des gens que c'était leur gagne-pain puis c'est ça qui mettait la bouffe sur la table. Fait qu'assez rapidement, je me suis dit, OK, j'aime ça travailler physique, puis j'aimais ce milieu-là, mais je me disais, j'ai peut-être le goût de ne pas avoir à souffrir toute ma vie, parce que des fois, ça peut être des travaux qui sont assez difficiles. Là. Fait que tu t'en allais en quoi? Étudier en quoi? En journaliste? Je m'en allais dans la police, ça n'a pas fonctionné, alors je me suis retrouvé en communication. Hein, OK. Puis, où t'étudiais? C'était à Gatineau que t'avais étudié? Ou... J'ai étudié à l'Université d'Ottawa. Okay. J'ai étudié aussi à la Cité collégiale qui était à Ottawa aussi, qui est un collège technique, là, collège en communication. Puis j'ai fait mon cégep aussi en Ottawa et tout ça. Ouais. Puis c'est ça qui t'a amené à te diriger, qui t'a amené peu à peu vers Sportsnet? Ou tu as fait tes classes j'ai commencé en nouvelle. avant? J'ai commencé comme journaliste généraliste. Puis je me suis rendu compte assez vite que j'aimais pas ça. J'étais intéressé par la police. Alors là, de me retrouver de l'autre côté de la clôture, puis d'être un journaliste qui couvrait des faits divers, puis des chiens écrasés, puis des choses comme ça. J'ai eu une couple de situations dans ma carrière où je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. J'avais l'impression des fois que j'avais le feeling que des fois je traversais une ligne où on me demandait de faire des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise, surtout genre du sensationnalisme? Un peu, oui, sensationnalisme, puis ces choses-là. Puis je vais toujours me souvenir, entre autres, il y a eu un accident à un moment donné. Il y a un couple de sexagénaires qui sont décédés pendant la nuit. Il y avait eu un accident d'auto. Ils revenaient d'un spectacle de leur petite fille.
spectacle de Noël. Puis ils ont été happés par un chauffeur, puis ils sont décédés. Et puis moi, le lendemain, quand je suis arrivé, on m'a dit, va voir la famille, puis va obtenir des réactions. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça vient d'arriver, là, tu sais. Fait que j'étais pas à l'aise avec ça. Donc, je me suis dit, je pourrais pas faire ma carrière dans ce domaine-là. Je serais pas capable de faire ce genre de travail-là. Alors, assez rapidement, j'ai eu des opportunités de faire du sport. J'ai toujours adoré le sport. Okay. J'adorais le hockey. Je voulais être joueur de hockey. Alors, je me suis tourné un peu plus vers le hockey. Puis je pense que c'est un peu ça qui a sauvé ma carrière, parce que si ça n'avait pas été de ça, je travaillerais plus dans ce domaine-là, c'est sûr. Ah, ouais. Puis toi, un point de vue sport, est-ce que tu étais juste amateur ou tu consommais vraiment ça assidûment? Là, non, je consommais ça, je jouais aussi. J'étais un sportif, j'aimais vraiment, j'adorais le hockey. Je me souviens d'un Noël où j'ai reçu un chandail de Wayne Gretzky, un chandail des Oilers. Il y avait pas ces numéros, puis il y avait pas Gretzky écrit en arrière, mais c'était un vieux logo. Écoute, c'était sûrement un des chandails très bas de gamme, mais je me souviens que le logo des Oilers était comme en velours. Puis j'avais été tellement impressionné, puis ça a été l'élément déclencheur de commencer à regarder le hockey, tout ça. Puis là, je suis tombé en amour. Je suis probablement un des plus gros fans de Wayne Gretzky. Et j'ai commencé à suivre sa carrière. Même s'il jouait dans l'Ouest, puis moi, j'habitais dans l'Est. Je regardais tout le temps dans les journaux qu'est-ce qu'il faisait. J'essayais de trouver les informations. C'était à l'époque où on n'avait pas le câble, nous autres, chez nous. Alors, j'essayais d'avoir les informations comme je fais les avoir. Puis là, Gretzky, pour moi, c'est devenu le bon Dieu. Alors, ça a été un petit peu comme ça, le sport, le hockey. Puis c'est un peu aussi cette raison-là que je pratique le métier que je pratique aujourd'hui. Puis tes parents, eux autres, ils tripaient-tu sur le sport, ton père? Pas tant. Non, mes parents n'étaient pas tant des sportifs tant que ça, mais ils nous ont encouragés, puis ils ont toujours été là. Pour nos pratiques, pour nos matchs. Ils étaient là pour nos tournois. Ils nous ont encouragés à être actifs et ces choses-là. Alors non, mes parents m'ont aucunement dirigé ou pointé vers ça. C'est une passion, c'est un amour qui est venu tout seul. Puis, mais c'est ça. Puis je me souviens quand j'ai arrêté de jouer au hockey, mes parents, mon père entre autres m'avait dit, tu vas voir, je pense que ça a été très difficile pour lui de voir que quand j'ai arrêté de jouer. Puis il m'a dit, tu vas voir un jour, si t'as des enfants toi-même, tu vas trouver ça difficile quand à un moment donné, juste les parents qui sont là, ça crée des moments privilégiés, ça crée des moments spéciaux d'être là pour les hauts, les bas, les matchs, les bonnes performances, les moins bonnes performances. Alors, je pense que ça a été difficile pour mon père quand j'ai arrêté de jouer. Et moi, mes enfants jouent encore au hockey actuellement. J'en ai un qui a 18 ans, qui joue encore au hockey. Puis j'ai un garçon de 14 ans qui joue au hockey. Puis j'ai eu la chance de pouvoir le coacher cet hiver, mon plus jeune. Et ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été vraiment un cadeau là, de pouvoir d'avoir été là, d'avoir pu coacher mon garçon, d'avoir pu coacher aussi un groupe de jeunes comme ça qui avaient le goût de relever des défis, qui avaient le goût de se faire pousser, qui avaient le goût de se faire challenger. Puis j'ai des souvenirs que je vais garder pour le reste de ma vie. Alors, c'est ça, le hockey a toujours eu un lien. Puis quand je te dis que parce que je sais que tu as reçu Tania Bossy, ouais. Il y a un certain temps, là, je connais bien la famille de Mike Bossy, mais quand je disais à Mike que Wayne, c'était mon idole, Mike, des fois, il se roulait les yeux puis il me regardait comme, voyons donc, à la blague, parce que ça a été son grand compétiteur, Wayne. Oui, ça, c'était son rival. Là. Ouais, exactement. Ouais. Puis, c'est ça, puis t'es chanceux d'avoir eu des parents qui te supportent, mais qui est pas trop intense avec toi. Il y a des parents, là, on en entend de toutes sortes, là, qui crient après leur enfant. Ouais, non, j'en ai vu de ça. Moi, ils m'ont encouragé, c'est vrai, t'as raison, mais surtout, ça venait de moi, là. Moi, la drive, je l'avais, là. Ouais. Je l'avais, la drive, pour pouvoir m'améliorer, puis être meilleur, puis essayer de performer. Alors, j'avais pas besoin d'eux autres pour essayer de me botter le derrière ou ces choses-là. Non, exactement. Ça, je l'avais. Ils savaient que je voulais, j'avais ce feu-là qui brûlait à l'intérieur. T'as arrêté à quel âge de jouer? À 17 ans. OK. À 17 ans. Ouais, quand j'ai terminé le secondaire, là, j'arrivais à un point où j'ai arrêté de jouer. Puis j'étais pas un mauvais joueur. J'étais quand même un bon joueur, mais quand tu compares avec les gens que je côtoie, que j'ai eu la chance d'avoir, des Mike Bossy ou ces choses-là, veut dire j'étais zéro, j'étais rien comparé à ces joueurs-là. Là, c'est des gars qui ont joué junior majeur. C'est ça. Fait que tu te dis, il me semble que j'aurais aimé ça, essayer de pousser puis d'aller plus loin. Puis je connaissais moins ça, je connaissais moins la game, je connaissais moins le sport étudiant à cette époque-là. Mes parents connaissaient pas ça non plus. Alors, moi, quand j'ai fini le secondaire, je me suis dit, il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Puis j'aurais peut-être voulu continuer, mais finalement...
That's life. Fait que là, si je comprends bien, tu t'en allais plus pour les nouvelles faits divers, puis finalement, tu t'as fait le tournant vers le sport. Puis ça, c'était-tu en anglais que Non, tu faisais? j'ai commencé en français. OK. Puis en fait, honnêtement, là, je me dirigeais vers... Moi, j'étais intéressé par la GRC. C'est la GRC que je voulais... OK, je voulais au début, je voulais être policier, ouais. Alors, quand ça n'a pas fonctionné, puis j'en parle souvent à mes enfants, que t'as beau essayer de te faire un plan de vie, puis de dire, regarde, là, voici. Ouais. Je vais faire ça, ça, ça et ça, puis ça va faire en sorte que, bon, la carrière, je vais me retrouver là, puis je peux tout essayer de planifier ma vie, tout ça. Je leur dis souvent que tu peux pas, la vie va t'amener où elle veut t'amener. Il faut juste être réceptif. Puis moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ce métier-là. Jamais j'aurais pensé que j'aurais travaillé dans le domaine des communications, que j'aurais couvert le sport, que j'aurais été chef d'antenne en français puis en anglais pour des chaînes nationales, que j'aurais voyagé à travers la planète. J'aurais jamais pensé ça. Mais c'est que mon plan A n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvé à faire quoi? J'avais peur, j'ai toujours eu ce sentiment d'insécurité là j'étais un go-getter, j'étais un gars qui fonçait puis je voulais m'accomplir, je voulais toujours, on dirait, être le meilleur, je voulais essayer toujours de faire ma place. Alors je me disais, si bon, là ça fonctionne pas pour la GRC ou ça semble pas se diriger comme si ça va fonctionner, alors je vais faire quoi? Puis j'avais peur d'arrêter d'aller à l'école puis de plus jamais y retourner. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, quand je faisais de l'asphalte, là, quand je travaillais à faire de l'asphalte des rues, tout ça, c'était de la job dure. Je faisais de la bonne argent, mais c'était tough comme travail. Non, ça devait être épouvantable. C'était vraiment... Juste l'odeur, là. Ben, l'odeur, mais la chaleur, puis le genre de travail que moi j'ai fait, c'était... On travaillait sur des machines qui chauffaient, qui recyclaient la vieille asphalte avec la nouvelle et tout ça. Fait que t'étais à côté des machines, il faisait 35 degrés dehors. Rajoute la chaleur, faisait 45 degrés, là, tu sais, c'était... Alors, je reviens un petit peu à ce que je mentionnais tout à l'heure, là, d'avoir travaillé avec des gens qui étaient des hommes de qui j'ai beaucoup appris. Mais je me disais, est-ce qu'à 30 ans ou 35 ans, j'ai le goût de me retrouver dans une situation où je dépends? Je dépends d'un travail que j'aime peut-être pas. Les gars, c'est pas comme s'ils tripaient de faire ce genre de travail-là. C'est un travail qui était saisonnier, tout ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, non, faut que je continue d'aller à l'école. En quoi je vais étudier? Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'avais une certaine... Tu sais, ma famille m'avait dit « Louis, t'es bon devant le monde. Tu sais, quand tu parles devant les gens, t'as une certaine facilité. » Fait que j'étais allé en communication parce que, honnêtement, je savais pas quoi d'autre faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en communication. C'est comme ça que je me suis retrouvé comme journaliste. Puis, je te allé faire des nouvelles parce que c'est ça que tu fais quand tu commences. Puis, j'étais pas sûr si c'était pour moi ou non. Puis, assez vite, je me suis rendu compte que les nouvelles, je serais pas capable de le faire. De toute façon, je trouvais ça déprimant. Je trouvais ça... c'est downer, là, tu sais, y a jamais, c'est rare qu'on va parler des nouvelles positives, tandis que dans le sport, ben, on n'est pas en train de trouver un remède pour une maladie grave, là. C'est le sport, c'est le divertissement, c'est le fun. Alors, je me suis retrouvé là-dedans. Puis comment tu as commencé à monter les échelons? Comment ça a parti? En travaillant, en bûchant, puis en me disant que je suis pas le plus talentueux. Probablement que je suis pas mal moins talentueux que beaucoup de monde que je voyais autour de moi, mais il y a personne qui va travailler plus fort que moi. C'était ça. Ça a été ça, puis c'est quelque chose que je pense que la nouvelle génération fait un peu moins, c'est-à-dire de faire ta place, puis de cogner à des portes, puis de dire « Hey, je suis ici ». Puis lève la main, puis démontre que tu as des aptitudes, puis que t'es vraiment prêt à tout faire, à faire des sacrifices énormes pour arriver à tes fins. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Puis c'est quoi tu trouves que la nouvelle génération fait peu... je dis ça, c'est parce que j'ai 3 enfants. Puis des fois, je leur dis, j'ai un enfant, entre autres, qui serait intéressé d'avoir une job et tout ça. Par exemple, mon plus jeune, l'année prochaine, il va avoir une job. Il est trop jeune actuellement. Puis là, j'ai dit, à la fin de l'année, là, il y a un golf pas loin de chez nous. Il dit, ça serait le fun. Je dis, ce que tu devrais faire, à la fin de l'année cette année, va les voir. Va voir le boss, puis dis, moi, l'année prochaine, je suis disponible. Qu'est-ce que je dois faire? Quand? Qu'est-ce que vous recherchez? Puis moi, je serais intéressé de venir travailler pour vous. Je dis, va le voir à la fin de l'année. Puis après ça, va le revoir pendant l'hiver. Puis quand que ça va commencer, assure-toi d'être là, d'être prêt. Puis il va se rappeler de toi. Puis c'est comme ça que tu trouves des portes. Puis c'est comme ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Mais là, ils sont comme, tu sais, de cette génération-là, c'est comme, voyons, ça se fait pas. Je veux pas le déranger. Voyons donc, personne fait ça. Voyons donc, tu sais. Fait que c'était un peu, là, tu sais, fait que quand je dis ça à mes enfants, ils sont comme, voyons donc, papa, personne fait ça. Ça existe plus, ces genres de choses-là. Fait que c'est ce que je veux dire, c'est que souvent, on va arriver, on va cogner à la porte en même temps que tout le monde d'autre, mais on s'est pas démarqué, là. On n'a rien fait pour être différent des autres.
Moi, j'essayais d'être différent dans le sens que je leur démontrais que j'étais prêt à tout faire et à travailler, à bûcher, à apprendre de mes erreurs. Puis je pense que c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est l'éthique de travail qui a fait en sorte que j'ai eu une certaine carrière. Ben ouais. Moi, avant de faire de l'humour, je travaillais comme vitrier, là. Puis c'était dans le fond un gars qui travaillait déjà là. Il dit va voir le boss le matin, tu sais. Puis c'est ça que j'avais fait. Je m'avais pointé là avant que la job commence. Puis là, il a fait sa petite entrevue, puis il m'aimait bien. Puis après, il dit OK, quand tu peux commencer? Je suis comme drette là, j'ai fait ma boîte à lunch, puis j'ai mes bottes avec mes outils dans le genre. Moi, je commence drette là, puis il a fait j'ai trouvé ça drôle. Puis il m'a engagé sur le spot. Tu vois, là, tu vois, c'est le genre de choses que je trouve, en tout cas, quand je regarde les jeunes aujourd'hui, il me semble qu'ils font moins ces genres de choses-là. Ils ont peur de soit déranger, ou ils pensent que tu vas te trouver une job sur ton cellulaire ou sur ton ordinateur, puis c'est en ligne que tu vas le faire. Mais je pense que, tu sais, pour moi, la chose la plus importante, puis ça revient à l'histoire que je te racontais quand le couple là, qui sont décédés et tout ça, le contact humain, pour moi, il est super important. C'est la chose la plus importante. Puis, tu peux pas l'avoir sur un téléphone. Quand tu vas recevoir un CV ou tu reçois une information sur une personne, il n'y a rien de plus fort que quand tu regardes une personne dans les yeux, puis tu développes un lien, puis tu lui parles, puis tu lui démontres un peu tes valeurs, puis tu lui démontres un peu ton intérêt pour ces choses-là. Fait que je sais pas. Mais en même temps, je dis ça, puis je me rends compte avec le temps que tu sais, la jeune génération, je veux pas avoir l'air du vieux schnook là, qui les dénigre et tout ça. C'est pas ça pantoute. Au contraire, je suis très impressionné par la jeune génération. Ah ouais. Je suis impressionné par ma fille, par mes enfants. Ouais. Énormément impressionné. Il y a beaucoup de choses qui font que je me dis, my God, ils vont faire leur chemin, c'est sûr. Mais des fois, il y a des petites affaires que j'ai le sentiment que c'est jamais perdu, ces genres de choses-là. Puis de te démarquer un peu. Why not? Ben, chaque génération, ils ont leur point positif puis négatif aussi. Non, ça, c'est clair. Ça vient avec. On a les nôtres aussi. On a nos bons points, mais on a nos points un peu moins glorieux aussi. Exact. Fait que, comme t'expliquais, c'est ça, c'était avec vraiment détermination que tu as réussi à te faire une place dans ce métier-là. Comment que t'as eu ta job à Sportsnet? Comment qu'on te l'a appris? Comment que tu te l'as fait proposer? Ben, ça a commencé par RDS. J'ai commencé en faisant des nouvelles, puis j'étais pigiste en Outaouais aux nouvelles, mais en même temps, ils avaient aussi besoin de quelqu'un pour faire des reportages à l'occasion pour couvrir les sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé un peu dans le sport. Puis là, j'ai vraiment pris goût d'être exposé à la Ligue nationale de hockey. Tu sais, je commençais, là, j'avais pas encore fini mon école, là, puis je commençais à goûter à ce milieu-là. Puis j'ai été piqué dès le départ, j'ai adoré ça. Alors, j'ai travaillé pour RDS et quand je me suis marié, j'ai pris une décision. Je complétais mon bac à l'université, je me suis marié, puis je me suis dit, j'aimerais ça essayer de voir, j'aimerais ça aller travailler en anglais. Puis, si je le fais pas maintenant, puis je fonde une famille, puis ces choses-là, ça risque d'être beaucoup plus difficile de faire un switch plus tard que de le faire maintenant. Ouais. Alors, j'ai postulé. J'ai postulé pour des jobs et j'en ai eu une. Donc, j'ai quitté RDS pour aller travailler pour une station locale, une petite station de télévision à Ottawa. Et puis, j'ai travaillé là 10 mois. Moi, je pensais que j'allais être là plusieurs années pour essayer de me faire, bâtir ma carrière, puis de développer mes aptitudes, puis tout ça. Puis à l'intérieur de 10 mois, j'étais rendu à Sportsnet. J'ai été embauché pour couvrir le Canadien de Montréal, couvrir le hockey avec Sportsnet. Alors, ça s'est fait extrêmement rapidement. C'était-tu en anglais? En anglais. Okay. 100% en anglais. Okay. Puis à partir de là, ben, ça revient à ce que je disais, là. Moi, j'étais un go-getter. Je travaillais, puis les boss l'ont vu assez rapidement. J'étais une personne qui avait une habileté à établir des liens avec les gens, à établir des contacts. Puis c'est comme ça que je me suis fait, c'est comme ça que j'ai bâti un peu ma réputation en développant des contacts. Puis en allant, ils ont commencé à m'envoyer à différents événements, puis à me faire couvrir un paquet de choses. Puis c'était, avant que je quitte Sportsnet, on m'avait demandé de déménager à Toronto. Ils voulaient que j'aille là-bas, que je sois permanent à Toronto, que je sois un des chefs d'antenne pour Sportsnet, pour Hockey Central à l'époque. Et tout ça, c'est un défi qui m'intéressait au plus haut point. Mais en même temps, j'ai eu d'autres opportunités ici à Montréal. Puis j'ai ultimement décidé, parce que là, il fallait que je prenne une décision. Alors j'ai décidé de rester ici à Montréal. Mais moi, j'étais très ouvert à continuer avec Sportsnet. J'ai adoré mon temps là-bas. J'ai adoré mon expérience. J'ai vécu beaucoup de choses, des choses exceptionnelles. J'ai vraiment, je pense, j'ai réussi à vraiment m'établir comme une personne là, qui était, je pense, un journaliste reconnu à travers le pays à ce moment-là. Puis ça ressemblait à quoi les offres d'emploi dans ce temps-là? Est-ce que c'était contingenté
comme aujourd'hui ou au Mais là, contraire, contingenté, maintenant, il n'y en a voulait? plus. Là, je vous dis, c'est plus compliqué. Là, les Ouais. médias, maintenant, c'est en train de disparaître. La télévision, c'est un milieu qui est, que ce soit dans les nouvelles ou dans le sport, au Canada, même aux États-Unis. C'est extrêmement difficile. Puis c'est à cause, c'est ta faute. Je veux dire, regarde, le monde font ça ici de chez eux dans leur salon, dans leur. T'as accepté, fait que Christ, non, tu me mettras pas ça sur le dos. Non, mais c'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est Oui, que les oui, médias ont oui. complètement changé. Puis la façon de pratiquer le métier, ça a énormément changé. Puis contingenté, oui, ça l'était. C'était très difficile quand même d'entrer. Mais j'ai eu la chance. Tu sais, il y a de la chance aussi dans tout ça. Là. C'est clair que j'ai eu un coup de chance. J'ai eu une opportunité. Timing, Le timing aussi. Tu sais, j'étais à Ottawa. Je travaillais pour une station locale. Sportsnet m'ont approché. À l'époque, écoute, Sportsnet m'ont offert moins d'argent pour travailler pour une chaîne nationale que ce que je gagnais à Ottawa pour une station locale. Mais je me suis dit, je prends la job. Je vais leur prouver que je suis capable de faire la job, que je peux faire le travail. Puis... c'était ça. Alors, ça a été pour moi une très, très bonne décision. Parce que ça te donnait des opportunités après Ben, des ouvertures. Oui, mais c'est surtout, tu sais, maintenant, c'est un gamble. C'est sûr que c'est un gamble, mais moi, j'ai parié sur moi. Je me suis dit, moi, je suis convaincu que s'ils me donnent cette chance-là, que je vais la saisir, puis que je vais devenir une personne importante dans le roster. Puis c'est ce qui s'est produit. Comment qu'on fait pour être un bon journaliste sportif? C'est quoi les qualités à avoir? C'est quoi... Ben, faut être curieux, je pense. Faut être, ça passe par la curiosité. Faut essayer de toujours vouloir un peu s'informer, essayer de comprendre comment sont les choses. Faut pas avoir peur de poser des questions. Faut faire preuve de, je pense, beaucoup d'humilité. Puis moi, je cherchais toujours à qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, je regardais, puis c'est drôle, j'ai quand même beaucoup, quand j'ai grandi, puis j'ai grandi aussi à l'extérieur du Québec, beaucoup quand j'étais jeune. Alors, mes références, souvent, c'était en anglais, moi. Mes références au niveau journalistique, même culturel, il y avait beaucoup de mes références qui étaient anglophones plus que francophones. Alors, j'avais pas peur de poser des questions, puis de voir et d'essayer d'analyser, puis d'étudier qu'est-ce que les autres faisaient qui était bon, pourquoi ils étaient si bons que ça. Tu sais, je suis un gars qui est orgueilleux puis qui est fier, mais en même temps, je me suis planté à quelques reprises dans ma carrière. Alors, ça a été des leçons là, sur comment essayer de te relever, puis rebondir ces choses-là, puis d'apprendre de tes erreurs. Alors, j'essayais d'en faire le moins souvent possible, mais c'est ça c'était, pour moi, c'était ça, c'était beaucoup la curiosité et ça passait. Je reviens avec les mêmes termes parce que je pense que c'est des choses qui sont un petit peu universelles en général, mais c'est de simplement. Je pense qu'un boss va toujours te donner le bénéfice du doute quand il voit que tu es travaillant, que tu veux, que tu es à l'écoute, que tu es réceptif à la critique. Ça veut pas dire que tu vas l'aimer, la critique, mais que tu vas être réceptif, mais que tu es prêt à toujours te retrousser les manches, puis d'apprendre, puis aussi de mettre en pratique quand on dit de faire quelque chose ou de pas faire quelque chose, de comprendre le pourquoi, puis d'apprendre assez rapidement. Puis je pense que ça, c'est une qualité aussi que les athlètes en général, les bons athlètes vont avoir, c'est-à-dire quand tu dis à Nick Suzuki quelque chose, je suis pas en train de me comparer à Nick Suzuki, là, mais tu sais ce que je veux dire? Oui. Quand tu dis à un athlète, hey, t'es tout le temps en train de faire cette même erreur-là, maintenant, il faut que tu apprennes pas faire la même erreur, puis de la corriger, puis c'est ça, corrige. Ouais, exact. Tu en as parlé un peu, tu sais, comment tu vois l'avenir, justement, du média sportif? Tu sais, comment tu vois l'avenir, ça? Parce que, tu sais, ça change énormément. Mm-hmm. Ben, je pense que on est dans une période tumultueuse actuellement, c'est clair. On est dans une période je pense que les chaînes, les médias en général sont en train de se poser des questions à savoir on s'en va où. C'est-tu juste au vers Québec? Le numérique, non, c'est partout. C'est partout, ça. ESPN a embauché des personnes, ils ont eu le contrat de la Ligue nationale de hockey aux États-Unis, puis pour la diffusion des matchs. Puis, ils ont donné des contrats d'1 an, 2 ans à certains des très, très bons analystes qui sont laissés partir. Pourquoi? Parce que, ça fonctionnait pas, ils étaient pas assez certains, les codes d'écoute étaient pas assez bonnes, etc. Alors, l'avenir des médias, ça va finir par se remplacer. Puis, les gens consomment les médias différemment maintenant. C'est sur le téléphone, c'est sur des balados, c'est sur un paquet de différentes formes. Puis, je pense aussi qu'il y a de moins en moins de confiance. Les gens ont un peu moins confiance en les médias traditionnels qu'ils avaient avant. Alors, ils vont s'informer sur un paquet de choses, puis un paquet d'endroits. Est-ce que les faits sont vrais, sont pas vrais? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon?
on dirait que des fois, c'est plus ou moins important pour certaines personnes. Mais je pense que les bonnes personnes vont toujours finir par y trouver leur place, vont finir par s'ajuster. Puis de toute façon, si tu t'ajustes pas, t'es mort. Mm-hmm. T'es mort. Alors, il faut s'ajuster, il faut essayer de trouver une façon de pouvoir être pertinent, puis de faire sa place. Comment tu vois les sites plus clickbait, on dit, là, tu sais, c'est nouveau, c'est arrivé de ces sites-là où c'est quasiment, il y en a qui qualifieraient ça de potin, là, tu sais. Ouais. Ben, il y en a beaucoup. Il y en a dans les arts et spectacles, il y en a dans le sport, il y en a dans à peu près tout. Puis c'est une façon, je pense que ça peut être extrêmement payant. Là. Moi, personnellement, je m'adonne pas à ça. Je suis pas intéressé par ça. J'ai jamais été. J'aime essayer d'aller chercher plus des faits, de suivre des personnes qui sont sur le terrain, qui ont des sources, c'est ça qui me préoccupe le plus. Des fois, j'ai eu une discussion avec mon plus jeune récemment qui me montrait quelque chose, tu sais, puis là, j'ai dit, ouais, mais tes informations-là, est-ce que tu es sûr que ce que tu lis là, c'est vrai? Parce que ouais, exactement. Tu sais, les algorithmes, maintenant, tu cliques sur quelque chose, sur un site, où tu es intéressé par quelque chose, ben là, automatiquement, ton algorithme va te feeder, va te donner ces genres de contenu-là. Fait que ça fait en sorte que des fois, ça veut pas nécessairement dire. Tu peux penser que c'est vrai, que c'est fondé, mais ça ne l'est pas nécessairement. Alors, c'est sûr que ça, c'est une préoccupation que j'ai par rapport aux médias, mais moi, le clickbait puis ces affaires-là, je suis pas intéressé pour 2 secondes. Ben ouais, parce que moi, de ce que j'entends, c'est qu'ils sont plus intéressés par sortir la nouvelle le plus rapidement que de vérifier vraiment si le clickbait, c'est pas des gens qui ont des nouvelles la plupart du temps. C'est pas des gens qui ont des sources. C'est pas des gens, ils vont prendre ce que tout le monde dit, puis ils font juste tu sais, c'est comme une usine à saucisses, là. Préfères-tu avoir un bon gros steak ou tu préfères-tu manger une saucisse? Tu sais, c'est essentiellement ça. Alors, on va sortir du stock. On va toujours reprendre des affaires. On va mettre un titre qui est accrocheur. Ouais. Sensationnaliste. Il y a probablement rien à voir ou à peu près rien avec le titre, avec vraiment le texte, mais c'est pour essayer d'accrocher des gens. Et les personnes qui bénéficient de ça, il y a très peu d'informations qui vont t'aider, toi, à la maison, monsieur, madame, tout le monde, dans du clickbait, là. Mais ce que ça fait, c'est que ça donne des statistiques. Ça fait en sorte que les personnes qui sont derrière ça font de l'argent avec ça. Je dis pas qu'il y en a pas qui peuvent être pas pires, qui peuvent être intéressants, mais écoute, il y a pas assez d'heures dans une journée pour commencer à perdre ton temps dans tous ces genres de choses-là. Moi, j'aime autant essayer d'aller fouiller mes informations moi-même, de me fier aussi, de suivre des sources beaucoup plus fiables. Maintenant, ça veut pas dire que parce que tu suis un média traditionnel, que c'est automatiquement 100% certain que ce qu'on dit là, c'est... Ouais, c'est ça le contraire. C'est garanti que s'ils disent, c'est parce que c'est vrai. Non. Il y a des entreprises aussi qui ont des influences, qui ont des choses qu'ils veulent aborder, qui veulent peut-être pousser. Ils ont peut-être... ils peuvent avoir certains... biais? Biais ou certains agendas. Là, je veux dire, ils ont peut-être des choses pour eux autres qui sont importantes, alors ils vont mousser ou pousser certaines choses, puis ils vont vouloir ne pas discuter de certaines choses. Ça, c'est la vérité. Alors, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça risque d'être assez difficile de dire que quand t'as une nouvelle, qu'elle est 100% béton, qu'il y a, que c'est garanti qu'on a couvert tout et tout ça. Tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais, ça va vite. Alors de valider, puis de vérifier, puis de fouiller des informations, puis de contre-vérifier, contrebalancer, c'est pas facile. Là. C'est pas facile. Puis les salles de nouvelles sont de plus en plus vides. Il y a de moins en moins de gens qui pratiquent ce métier-là, qui sont capables de faire le travail. Tout le monde doit en faire beaucoup plus. Ça fait en sorte que c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont passer entre les cracks un peu. Là. Fait que le milieu, il est pas en santé pantoute. Non. Non. Comme pas pantoute. Non. En même temps, il y a beaucoup d'autres choses. Écoute, il y a pire que ça dans la vie. Là. Moi, je veux pas avoir l'air d'un gars qui se plaint, c'est pas ça du tout. Non, c'est moi qui pose les questions. C'est sûr que c'est un peu préoccupant de voir l'état des choses actuellement dans le monde des médias, mais comme je dis, les bons vont finir par survivre. Les bons vont toujours être là. Puis, tu sais, dans le fond, ce que ça nous a permis de découvrir, c'est qu'il y a des gens aussi qui réussissent à se démarquer, puis qui n'avaient probablement pas une voix avant, qui maintenant en ont une. Puis, il y a des façons très pognées et coincées de faire des médias ou de faire des nouvelles ou ces choses-là qui seraient encore pognées et coincées aujourd'hui si c'était pas des gens qui nous présentent les nouvelles ou qui nous présentent les choses autrement. Fait qu'il y a quand même un côté très positif. Alternative. Ben oui, exactement. OK. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Ben non. Il y a jamais, c'est jamais
c'est jamais juste toute une chose ou toute l'autre, là. Jamais. Comment tu vois l'arrivée de Amazon Prime qui essaye d'avoir des parts là-dedans? Ouais. Ben, ça fait quelques années là, qu'on entend qu'Amazon Prime ou que YouTube vont être là, ou Apple que, TV. exactement, Apple TV qui ont fait leur entrée, eux autres, avec le soccer et tout ça. Ça revient à... Ça revient à la réalité de nos jours. Là. Le monde sont sur le streaming, les gens sont de moins en moins abonnés aux câbles, aux distributeurs, ces choses-là. Alors pour moi, c'est une logique. Ça va aller où? Quel impact ça va avoir à long terme? Je sais pas. Mais je suis aucunement surpris. Ça fait longtemps qu'on en entendait parler. Puis c'est ça qui va, je pense que ça va changer la game aussi énormément. Penses-tu qu'il va y avoir des sauts qui vont se faire, tu sais, qu'il y a des animateurs ou des chroniqueurs? Oui, puis il va peut-être avoir aussi moins d'exclusivité. Puis peut-être qu'il y a des chaînes ou des diffuseurs qui vont vouloir s'allier avec certains diffuseurs. Un partage, genre? Un partage ou bien un partage même de personnalité. Ou est-ce que quand tu travailles pour une chaîne, est-ce que tu dois être 100% exclusif à la chaîne? Il y a peut-être un bénéfice pour la chaîne de le faire, ou des fois aussi pour un animateur ou pour un journaliste. Mais si tu n'as pas d'exclusivité, ça peut peut-être être intéressant pour la chaîne. Ça veut dire que probablement que tu vas gagner un peu moins d'argent, mais ça permet à la personne de pouvoir aller pratiquer un métier et puis d'aller travailler avec d'autres entreprises, d'autres diffuseurs, ces choses-là. Alors ça pourrait être une formule qui pourrait être intéressante. Puis je pense qu'on le voit de plus en plus. Entre autres avec le soccer, avec Apple TV, là, il y a des gens qui sont avec des chaînes nationales traditionnelles, mais aussi qui font du Apple TV. Alors pourquoi pas faire les deux? Puis surtout si les chaînes souffrent, ont de la misère, sont en perte de revenus constante, ben ça fait en sorte que tu es capable de payer un peu moins, tu vas sauver un peu dans les salaires, ces choses-là, ça diminue un peu tes coûts. Ouais, à cause des contrats. Ça permet de conserver, conserver certaines de tes personnes qui sont importantes pour toi. Là. Tu sais, on parle souvent du marché qui est Montréal, qui est difficile pour les joueurs. C'est un gros marché qui a beaucoup de pression. Je me demande, est-ce que il y a aussi une grosse pression qui vient sur les journalistes quand vient le temps de le couvrir? Plus tant que ça, moi, je pense pas. Je pense qu'il y en avait plus avant. OK. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus avant. Je ne pense pas que c'est que c'est le cas actuellement. Je pense qu'il y a une camaraderie qui existe beaucoup dans le milieu journalistique. Entre autres, si je regarde dans le monde du sport, beaucoup de gens de différentes chaînes, c'est toutes des buddies, c'est toutes des chums et tout ça, tandis qu'avant, il y avait vraiment une compétition entre journalistes, entre les journaux, ces choses-là. Moi, je vais avoir le scoop, moi, j'ai une nouvelle. Des fois, c'était quasiment la guerre. Là. Je pense que c'est beaucoup moins maintenant. Maintenant, je pense c'est plus que les solidaire. attentes sont moins... Oui, il y a une solidarité, il y a un esprit de corps, il y a tout ça qui existe, il y a je le vois avec beaucoup de journalistes qui semblent être, c'est vraiment des amitiés, ils ont un plaisir, ils sont ensemble pour les matchs, ils sont ensemble pour les pratiques, quand ils voyagent, ils vont souper ensemble, ces choses-là. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Là. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup moins le cas. Donc oui, il y a encore une compétition, c'est sûr. Mais une pression, une grosse pression sur les journalistes, je le vois moins. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est sûr qu'il y en a. Puis, t'as un travail à faire, t'as des comptes à rendre, puis les journaux veulent de plus en plus d'articles. Puis ils veulent que leurs journalistes soient créatifs et ces choses-là. Même chose pour des sites web qui vont payer des journalistes pour aller couvrir une ligue ou une équipe. C'est clair qu'il y a des attentes. Mais je ne pense pas que je sens moins, en tout cas, qu'il y a cette pression-là extrêmement forte, presque écrasante, là. Mm-hmm. Moi, je le sens beaucoup moins. Ouais, parce que ça, c'était très, très présent avant. Là. Moi, tout ce que j'ai reçu, là, tu sais, Marie-Claude Savard m'en a parlé, Michael Lalancette aussi, tu sais, il disait que c'était... Ben, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là, tu sais, des fois, c'est des milieux toxiques, là, quasiment. Ben, celui-là, c'est vrai, c'est des milieux qui peuvent être toxiques, mais en tout cas, mon sentiment, c'est juste que, tu sais, maintenant, le problème aussi, c'est l'accès. Avant, tu avais un meilleur accès, puis tu étais capable d'essayer d'établir des contacts puis des liens. Mais maintenant, là, les équipes et tout ça, les ligues, avec les Zooms, surtout avec la pandémie et tout ça, ça fait en sorte qu'il y a un contrôle qui est beaucoup plus serré. Fait que tu n'as pas d'accès aux joueurs à l'extérieur du centre d'entraînement ou ces choses-là. C'est rare que tu es capable de parler avec un joueur tout seul. Quand il se présente, il y a 12 journalistes autour de lui.
puis that's it. Puis il y en a de moins en moins maintenant, même ici à Montréal. Mais il y a un joueur qui va sortir, tout le monde y parle, puis des fois, tu vas peut-être être capable de jaser avec un peu on the side, puis pour approfondir l'article ou ce que tu essaies de discuter ou ce que tu essaies de vérifier ou de valider, mais tu es beaucoup moins capable de le faire. Fait que quand que le joueur il a fini de parler au journaliste, il repart, on en amène un autre. Tu sais, des fois, oui, il y a une certaine rotation puis une alternance, puis des fois, il peut en avoir un ou deux ou trois en même temps, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça fait en sorte que tout le monde a pas mal la même information. La seule manière que tu vas te démarquer, c'est si tu es capable de fouiller puis de travailler toi-même. Mais de nos jours, c'est pas facile parce que tu dois alimenter le web, tu dois alimenter la radio, tu dois alimenter la télé, faire un direct, faire un ci, faire un ça. Fait qu'à la fin de la journée, là, tu es allé couvrir la pratique. Tu veux préparer ton direct le soir, tu vas préparer ton article, ces choses-là. Puis maintenant, ben, tu sais, il y a la vie aussi dans tout ça, là. T'as la vie à l'extérieur de ton boulot. Fait que ça fait en sorte que l'accès est en général, à part dans certains endroits où il y a des journalistes qui peuvent peut-être bénéficier d'un endroit où il y a beaucoup moins de couverture. Fait que là, écoute, là, t'as un bar open, tu peux faire à peu près ce que tu veux, mais dans des gros marchés comme Montréal, comme Toronto, ces choses-là, oui, il existe une compétition, mais ton accès, là où tu vas te démarquer, c'est pas tant ce que les autres vont avoir, c'est comment tu peux essayer d'établir tes liens, puis de trouver une façon d'aller créer un lien de confiance pour pouvoir aller chercher plus d'informations, puis approfondir une nouvelle. Fait que c'est de même que tu réussis à te démarquer. Oui, dans exactement. cette voie-là. Oui, exactement. OK. Parce que c'est ça, moi, de ce que je comprends, c'est que ça jouait quand même du coude, là. Puis t'es comme le premier qui me dit que... Ça jouait du coude, mais moi, je trouve que c'est beaucoup moins pire qu'avant, là. Je trouve que c'est vraiment beaucoup moins pire qu'avant. OK. La game, selon moi, a changé. La game a changé en ce sens-là. Ça jouait comment avant? Ben, je veux dire, avant, même entre chaînes, c'était à peine si des fois tu pouvais, tu sais, entre journalistes, des fois, il y avait une crainte de se parler. Puis si tu travaillais pour une chaîne, ben, tu parles pas à l'autre chaîne. Puis c'était comme quasiment une guerre, là. Puis ça voulait se donner des coups de poing sur la gueule, là. Tu sais, ça commençait très, très haut, là, je veux dire. Puis quand on parle d'avant, c'est quelle année, ça? Ben, je veux dire... moi-même, moi, j'ai remarqué une grosse différence entre... Puis là, je suis plus sur le terrain tous les jours, là. Je suis plus là. Ça fait des années que je fais plus ça, mais ce que j'observe, ça, c'est mon observation. Il y a peut-être des gens qui seront pas clairement de ce que tu me dis, là, tous les gens que t'as rencontrés trouvent que c'est le cas. Mais moi, je trouve que c'était beaucoup plus compétitif avant, quand j'ai commencé ma carrière, que ce l'est aujourd'hui. Il y avait vraiment... Quand j'ai commencé aux nouvelles, là, il y avait TVA qui était là, il y avait Radio-Canada, il y avait... je sais pas trop moi, TQS à l'époque, il pouvait avoir CBC, puis CTV, puis Global, puis des choses comme ça, puis tout le monde tirait la couverture de leur bord, et tout le monde voulait avoir une histoire, puis voulait s'assurer que moi, mon reportage, ou ce que je vais avoir, va avoir plus d'informations, ça va être meilleur que ce que toi t'as fait. Puis, maintenant, moi, je trouve qu'on est beaucoup moins là. Oh, pour les raisons que tu viens de dire, là, que exactement. Tout le monde a la même information. Ben, c'est rare, en tout cas. C'est difficile, en tout cas, de pouvoir obtenir de l'information, en tout cas dans un vestiaire ou ces choses-là, c'est sûr. OK. Puis aussi, il y a moins de compétition. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Avant, là, écoute, moi, je me souviens d'avoir couvert des équipes couvert le Canadien de Montréal dans le début des années 2000, entre autres. Le vestiaire était plein, là. Il y avait, je sais pas combien de Kodak, il y avait combien de photographes, des journalistes de la radio, presse écrite, télévision, puis on n'était pas rendu trop à des blogs puis des sites web, ces choses-là encore, là. Mais c'était plein à craquer. Puis tout le monde, je te le dis, tout le monde arrivait là, puis le matin, là, c'était retrousse tes manches, puis let's go. Aujourd'hui, là, c'est quoi l'histoire, puis qu'est-ce que je vais faire pour que je manque pas une histoire. Ça, c'était la grosse affaire. Faut pas que je l'échappe. Faut pas que je manque un élément important. Puis, 2, qu'est-ce que je fais pour que mon histoire soit différente, puis va me démarquer des autres. Puis maintenant, ben, t'écoutes une chaîne, t'écoutes une autre chaîne, tu regardes un site web, ça ressemble, moi je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. OK. Parce que j'espère que je traverserai pas la ligne, là, mais tu sais, c'est juste, je me disais, pour un gars qui est chef d'antenne, tu sais, qui fait partie de tous les gros événements, tu sais, quand t'es en haut, ben, il y en a qui veulent ta place, là, tu sais, fait que je me demandais... Ah, ben là, ça, c'est oui, mais là, OK, moi, je parlais beaucoup sur le terrain, ces choses-là, mais c'est sûr que quand t'es chef d'antenne, c'est clair que le monde veut ta job, là, puis c'est clair que c'est clair aussi que t'as quand même une certaine pression d'être
le plus possible, essayer d'être intéressant, de faire bien paraître les gens, tes collègues autour de toi. Il faut que tu sois informé, il faut que tu sois préparé. Puis quand c'est du direct, il y a n'importe quoi qui peut arriver, tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même un défi. Il n'y a aucun doute. Puis c'est un défi de code d'écoute. Moi, je sais que quand j'étais sur le terrain, quand j'étais journaliste pour RDS ou même Sportsnet, on ne parlait jamais de code d'écoute. Il n'y a jamais personne qui me disait « Hey Louis, les codes d'écoute là, dans ta région là, pour les bulletins à Montréal ne sont pas tellement bonnes, ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais c'est clair que quand j'ai commencé à être chef d'antenne, que ce soit à Sportsnet ou aussi en français à TVA Sport, ben là, tu en entendais beaucoup parler. Là. Les codes d'écoute, tu en entendais parler. Puis, on est où par rapport au port de marché, de la compétition, ces choses-là? Fait que ça, c'est une game qui je dirais, est très différente. Ça, c'est pas la même chose, mais le journaliste qui couvre le Canadien à tous les jours, je ne pense pas qu'il ressent autant cette pression-là de se dire, ben là, il faut que le show performe, il faut que ça soit bon, parce que ça pourrait, peut-être qu'ils vont me remplacer puis ils vont m'en mettre un autre au lieu. Mais quand c'est toi qui es là, puis on compare les ratings, les de ton show versus les ratings de l'autre show, où on essaie de faire des comparables entre un comparable avec une station compétitrice et ces choses-là. Ben là, c'est sûr que ça change un peu. Puis ton approche change. Puis tu te dis, ben, il faut performer là, à chaque choix. Tu sais, moi, je blaguais tout le temps que t'es vraiment évalué sur ce que t'as fait aujourd'hui, mais ça, même si t'as fait le meilleur show, demain, tu vas être réévalué. Puis demain, puis encore t'as besoin une fois, de performer. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est une job de performance. Là. Puis comment tu gérais ça? Moi, je trouve ça épouvantable. Je t'entends parler. Là, Ben, je veux dire, je sais pas, j'aimais ce que je faisais. J'aimais entre autres être à la télévision là, puis d'animer les gros événements, d'animer. Je me mettais quand même beaucoup de pression aussi. Je voulais que ça soit bon. Je voulais toujours essayer de monter la barre. C'est important pour moi que les gens se divertissent. Tu sais, je voulais vraiment que les gens comprennent que quand ils viennent nous écouter, le travail, ça va pas bien, ou c'est tough, ou tu sais, la vie peut être difficile. Mais quand t'allumais la télé, je voulais que les gens se divertissent. Je voulais qu'il y ait du plaisir à nous écouter. Ceux qui décrochent. Mais en même temps, je voulais qu'ils disent, OK, j'ai appris de quoi? J'ai appris quelque chose. Puis je voulais aussi m'assurer que, avec mes collègues et tout ça, que, tu sais, qu'on allait être pertinent, qu'on allait être bon. Alors je me mettais quand même, j'imagine, une certaine pression, mais je le faisais, puis je le faisais avec plaisir. Puis c'est un défi, encore une fois, ça revient à ce que je te mentionnais tout à l'heure, au début de ma carrière, dans à peu près tout ce que j'ai fait. Moi, quand on m'a donné cette opportunité-là, je voulais la saisir, puis je voulais démontrer que je suis capable de faire le job pas mal mieux que ce que tu penses. Puis comment qu'on te l'a proposé, justement? Ah, parce que c'est ça, t'as dit, on te parlait d'aller à Toronto, peut-être, ou à Montréal, puis t'as choisi Montréal, finalement. Ouais, exactement. Mais là, j'arrivais à un point, tu sais, un point important dans ma carrière où je déménageais à Toronto, puis honnêtement, je passais à 2 cheveux là, de déménager. À 3 reprises, Sportsnet m'avait demandé de déménager, mais la dernière fois, c'était vraiment très sérieux. Ils m'ont dit, on aimerait vraiment que tu viennes à Toronto et tout ça, et j'étais prêt à le faire, mais ça a été une question de... Tu sais, pour moi, c'est comme je dis, ça a été une question là, de circonstances, des chaînes qui ont su que j'étais sur le point de déménager. Alors on a cogné à ma porte, puis on m'a dit, est-ce que tu serais intéressé de revenir en français? Puis ça me faisait peur. Honnêtement, ça me faisait extrêmement peur parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en anglais. J'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience. Et là, je me disais, ben là, si je reviens en français, est-ce que là, on va me critiquer ou on va critiquer mon français? Est-ce qu'on va dire que je suis... Puis là, j'avais pas le goût d'être toute poignée, là, puis d'essayer de me donner un accent, ou c'est pas un accent, mais tu sais, de pas parler de façon naturelle. Ouais, je suis francophone, tu sais, je suis un français, là, à la base. Mais je voulais pas faire ce job-là puis de soudainement commencer à parler de façon à ce que j'allais peser chaque mot et être phoné puis tout ça. C'est pas ce que je voulais. Exactement. Fait que, écoute, j'ai décidé de me faire confiance. J'ai décidé, non, je vais essayer de relever ce défi-là. Il était intéressant. Et quand je me suis joint à TVA Sport, on n'avait pas les droits de la Ligue nationale de hockey. C'était 1 an avant les droits de la Ligue nationale de hockey. Alors, ça aurait pu être un gamble qui aurait pas fonctionné pas du tout. Mais au contraire, TVA Sport a eu les droits, heureusement. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu des super belles expériences. Puis on t'avait proposé quel poste? On m'avait offert au début un poste d'animateur là, d'une émission de hockey une quotidienne. Puis il y avait pas les droits de la Ligue nationale, évidemment. Donc je pense qu'on avait des
matchs des sénateurs d'Ottawa. Alors, j'animais aussi des matchs des sénateurs et tout ça un peu. Puis on me faisait couvrir. J'étais sur le terrain aussi. J'allais couvrir des gros événements. S'il y avait un lockout ou tous les gros événements, c'est moi vraiment qui les couvrais pour TVA Sports, ce qui était un défi que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Puis c'était important pour moi. J'ai toujours adoré le terrain. Mais quand tu deviens chef d'antenne, puis quand tu es dans le studio à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile à aller sur le terrain. Tu deviens comme le visage un peu de la chaîne, ou tu deviens celui qui est associé aux événements, mais là, ils veulent t'avoir ici, derrière le bureau, et moins sur le terrain, tout ça. Fait que ça a été, sans dire un deuil, c'était quelque chose qu'il a fallu que je m'ajuste. Que je m'ajuste parce que pour moi, ma force, c'était de pouvoir parler aux joueurs, parler aux coachs, parler aux dirigeants, de me faire voir aussi, puis de pouvoir créer ce rapport-là avec eux autres qui était crucial dans tout ce que j'ai fait. Là. Puis comment on t'a proposé le poste de chef d'antenne? Comment ça s'est passé, ça? Quand ils ont eu les droits, honnêtement, ça, j'essaie de me souvenir, là, mais quand ils ont eu les droits, ils m'ont demandé, là, est-ce que tu serais prêt à animer les matchs des Canadiens de Montréal, puis ces choses-là, puis là, j'ai dit, c'est clair que oui. Là. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, quand on m'avait approché, c'était pour avoir un rôle quand même important avec TVA Sport, là, même si on n'avait pas les droits de la Ligue nationale à l'époque. Ils m'ont approché parce qu'ils voulaient que je joue un rôle pour essayer de bâtir. Moi, je suis arrivé après la première année de TVA Sport. Puis, c'était une première année où, comme dans n'importe quoi, c'est un start-up, là. Alors, t'essaies des choses, tu es en train d'un peu placer les affaires. On va ressembler à quoi? C'est quoi la culture qu'on va essayer de développer? C'est quoi les valeurs? C'est quoi le look qu'on veut? Tout ça. Alors, moi, je suis arrivé après la première année, puis il y a eu beaucoup de travail là-dedans encore. Là, ça s'est poursuivi, ce travail-là, là, d'essayer de faire notre place. Puis, c'est ça. Au début, je me souviens, les gens comprenaient pas pourquoi je me joignais à TVA Sport. Les gens riaient aussi de TVA Sport. Puis je pense que TVA Sport est devenu quand même maintenant une référence. Là. Les gens regardent un peu ce que TVA Sport produit, ces choses-là. Puis je pense qu'ils doivent reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui se font là. Puis il y a des personnes qui sont extrêmement talentueuses aussi. Là. Comment qu'elle se passait la compétition entre les deux postes? Ben, c'est sûr que tu sais, nous autres, on est très respectueux entre nous, entre journalistes, ces choses-là, mais c'est souvent la game, elle se joue beaucoup plus haut. Okay. Alors, puis c'est clair que tu veux gagner. Je veux dire, quand t'es un joueur de hockey, tu veux gagner, mais c'est la même chose pour nous autres. Je te parlais des codes d'écoute au début. Ben, tout ce que tu fais, c'est que tu manges des volets. Je veux dire, les gens n'écoutaient pas TVA Sport. Les gens, au début, voulaient rien savoir de TVA Sport. Mais éventuellement, ils vont commencer par un petit peu apprécier puis tout ça. Puis, fait que c'est une game, mais c'est sûr que ça a été difficile. Puis ça fait en sorte qu'il a fallu travailler extrêmement fort. Là. Il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment retroussés les manches, qui ont travaillé excessivement fort pour essayer de donner une certaine crédibilité à la chaîne. Tout à l'heure, tu as parlé, tu veux avoir une bonne camaraderie là, là, entre les collègues. Moi, ça me fait penser quand tu étais avec Bergie, là, Michel Bergeron. Ouais, sans filet. Ouais. Ça te dérange pas? Peux-tu parler de quand tu avais posé la question, tu as combien de coupes Stanley? Mais tu sais, ce qui est drôle de cette histoire-là, il y a tellement de monde qui m'en ont parlé, puis qui m'ont dit, mon Dieu, que t'as manqué de respect. Ben, je l'ai pas vu de même. Non, mais il y a des gens, puis c'est correct. Moi, écoute, c'est un show, là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un divertissement, là. Bottom line, là, quand tu travailles dans le sport, faut divertir, puis faut avoir du fun, puis. Il rit après, tu sais. Il rit après, mais en fait, va regarder la clip de nouveau. Je suis pas sûr qu'il rit tant que ça après. Il a fini un peu choqué. Mais la vérité, c'est que, si je me souviens bien, c'était Jacques Demers qui avait fait un AVC. Où il était malade, où il avait des problèmes, il avait des ennuis de santé. Puis il avait montré une photo. Moi, j'adore Bergie. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Bergie, je suis tombé en amour avec ce gars-là. Là, on a développé un lien très, très proche et très serré, Bergie et moi. On se parlait tout le temps, on se parlait tous les jours. Puis la chronique Sans filet, c'était une chronique qu'il voulait qu'on bâtisse et tout ça, qui était quand même très écoutée. Puis le matin de cette chronique-là, c'est un samedi soir, on a un match du Canadien sur nos ondes. Et puis moi, je connais toutes les histoires de Bergie. Et comme je te dis, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et dans son sous-sol, il y avait différentes photos dont il était très fier, dont une photo avec Pat Burns, Jacques Demers, Scotty Bowman et Bergie. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit à Bergie, ce soir, Bergie, là, quand on va faire le sans-filet, amène la photo parce on avait dit qu'on allait finir sur Jacques Demers. On allait terminer la chronique en parlant, un petit coup de chapeau puis une pensée pour Jacques Demers. Avec les points. Là. Exactement. Fait que là, j'ai dit, amène la photo, on va la montrer en ondes. Puis, tu pourras dire à quel point cette photo-là, tu t'en souviens, puis ça te rappelle Jacques Demers, blablabla. Alors, il m'a dit, 1 heure avant la chronique, il m'a dit, il y a combien de bagues de Coupe Stanley sur cette photo-là? Fait que là, j'ai fait le calcul, j'ai dit, checker, j'ai regardé, puis j'ai fait le décompte, j'ai dit, il y en a tant.
il m'a dit, tu me poseras la question. Il dit, toi, tu n'as-tu une bague de la coupe? Fait que je dis, t'es sûr? Il dit, oui, vas-y. Fait que c'est Bergie qui me dit, pose-moi la question. Fait que là, je finis, je dis, hey, by the way, Bergie, là, t'en as combien de bagues, toi, de la Coupe Stanley? Il y en a 12 là-dessus, ça me rappelle pas c'était quoi le chiffre. Là, je dis, mais t'en as combien, toi, de bagues? Il dit, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, il a eu l'air insulté, fait que ça a fait réagir. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Honnêtement, j'ai eu aucun problème avec cette situation-là. Puis, tu sais, la vérité, c'est que ma job, c'était un petit peu de piquer Bergie. J'essayais de le faire réagir parce que Bergie, il est fumant, il est passionné. Puis là où il est à son meilleur, c'est quand il nous démontre un peu sa passion, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Alors, moi, j'essayais souvent de le craquer. Puis des fois, Bergie, j'y parlais le matin, puis là, il y a quelque chose qui le rendait là, en crise. Là, il était choqué sur une affaire. Puis là, on arrivait en onde, puis là, oups, là, il était rendu beaucoup plus posé. Puis là, je disais, Bergie, là, c'est plus le tigre, là, c'est le petit minou, là. Là, c'est le chaton. Puis là, je faisais signe des fois, ouais, crains-toi, ouais. Puis j'essayais de le piquer pour le faire réagir, pour qu'il me dise vraiment ce qu'il pensait. Ouais. Mais cette situation-là en particulier a fait clairement énormément réagir. Moi, je trouve ça bien drôle. Moi, comment je voyais ça, c'était juste comme une petite piquerie entre chums, là. Tu sais, c'était plus de même que je le voyais. Le pire, c'est que c'était stagé. C'est que c'était stagé, puis je l'ai eu d'un dent. J'aimerais ça aussi qu'on parle de comment se fait que ça a terminé avec TVA Sport, parce que ça allait bien pourtant. Oui, ça allait bien, mais écoute, pourquoi ça a terminé? Il faudrait peut-être le demander à TVA, pourquoi ça a terminé. C'est arrivé... subitement. Ouais, c'est arrivé subitement. Ben écoute, je veux dire, je pense qu'on a parlé de l'état des médias actuellement, puis à quel point c'est extrêmement difficile. Si tu regardes, que ce soit à TVA ou que ce soit avec d'autres chaînes, il y a des gens qui partent, qui sont pas remplacés. Les contrats qui sont renouvelés à la baisse et tout ça. Puis je gagnais quand même un très, très bon salaire avec TVA Sport. Alors, je pense que ils ont décidé de couper, puis je suis pas le seul. Je suis pas le seul qui a vu son contrat. Moi, dans mon cas, mon contrat était terminé. Mais il y a d'autres personnes pour qui le contrat a été amputé énormément. Ils ont été un peu mis sur des tablettes, ces choses-là, où leur rôle est extrêmement limité. Alors, tu sais, à la base, il y a toutes sortes d'histoires que les gens veulent présumer, qui disent que je suis parti pour une raison X, Y, Z. La raison qu'on m'a donnée, et il y avait aucune raison de penser autrement, mais ultimement, c'était... Moi, je pense que c'était une question philosophique, puis c'était une question de couper des coûts, où on voulait essayer de faire un changement, on voulait essayer de diminuer les coûts. Puis moi, j'étais une personne, je pense aussi, qui était intense. Tu sais, je voulais gagner. Je mentionnais à quel point j'étais compétitif. C'était important. Je poussais toujours, tout le temps. De la première journée jusqu'à la dernière journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur produit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour innover? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'approcher un peu de la compétition. Puis de la compétition, c'est pas juste en français, c'est aussi en anglais, mais on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les mêmes moyens, les meilleurs ou les mêmes outils aussi pour pouvoir arriver à ces fins-là. Mais moi, c'est toujours ce que je faisais. Alors, je sais que c'était pas tout le temps reposant, là. Je poussais tout le temps. Tout le temps. Puis, probablement que c'est quelque chose que, un moment donné, on a voulu me reprocher, que j'étais peut-être intense, puis que j'arrêtais jamais de demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut allons faire une entrevue, allons faire ci, allons faire ça. Alors, ultimement, je pense que ça a été ça. Pas sûr que nécessairement j'étais sur la même page ou que mes employeurs, que mon patron. Puis, ils ont décidé de faire un changement, c'était leur choix. Ouais. Puis t'ont-tu proposé de te réajuster ou ils ont fait « Hey, nous autres, on va prendre une différente direction ». Non, quand tes patrons te rencontrent ou ton patron te rencontre puis il dit « Bon, ben c'est terminé, c'est pas toi qui va dire que c'est... » c'est le même. Non, je veux dire, il y a eu est-ce qu'il y a eu des possibilités de... C'est pas exactement comme ça que ça s'est produit, en fait. Mais ça, je pense que c'est c'est comme ça que ça se passe souvent quand on essaie de faire un changement. On est extrêmement vague, on donne peu d'informations, puis on te laisse miroiter certaines affaires, des possibilités de... alors, c'est ça. Ça, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, c'est correct. Puis là, dis-moi si je traverse la ligne, là, mais comment tu prends ça qu'il y en a d'autres qui commentent ton départ, tu sais? Tu sais, quand tu es un journaliste, tu dois parler de certaines personnes, tu vas devoir commenter des choses. Moi, j'ai jamais été une personne qui allait... Je pense que j'ai toujours été extrêmement fair, et je le demeure encore aujourd'hui.
jamais je me suis attaqué sur le plan personnel à personne. J'ai voulu toujours être extrêmement respectueux. Mais ça fait partie de la game, par contre. Si t'es un joueur de hockey ou t'es un athlète professionnel, ben des fois, tu vas te faire critiquer, puis des fois aussi, tu vas recevoir les fleurs. Ben, moi, je me suis fait critiquer, puis il y a des gens qui ont dit toutes sortes de choses. Il y a certaines affaires qui sont vraies, il y a des choses qui ne sont pas. Ça fait partie de la game. Moi, honnêtement, je m'en fous. C'est peu important pour moi. Je me suis, je pense, trop longtemps préoccupé de ce que les gens pensaient, puis de ce que les gens disaient, puis l'image, l'apparence. Quand tu travailles à la télévision, puis comme je te disais, t'es évalué sur les codes d'écoute, t'es évalué sur la performance d'une émission de tout le temps, puis t'es un peu le chef d'orchestre. Ben, maintenant, tu deviens tellement préoccupé par qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens pensent. J'espère. Et je me suis pas complètement détaché de ça. Je te bullshitterais, je te disais que c'était ça. Mais je me suis beaucoup détaché de ça. Je me suis, s'il y a une chose que j'ai vraiment été capable de changer un peu, c'est ça. C'est que maintenant, je suis capable d'être beaucoup plus moi-même et je me préoccupe beaucoup moins de la perception extérieure. Puis ça me rend beaucoup plus heureux, puis je suis beaucoup mieux de cette façon-là. Tu dois être bien plus léger sur tes épaules. Ben oui, c'est clair, c'est sûr. Alors, ce que le monde peut dire, who cares? Dites-en des affaires. Comme je dis, là, moi, j'ai pas la prétention d'être parfait. J'en ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs à plusieurs niveaux, dans ma vie personnelle, professionnelle, dans ma vie en général. Alors, que les gens parlent, ça change plus grand-chose pour moi. Ce qui est plate, c'est toutes les personnes que ça peut faire mal, que ça peut blesser. Mais j'ai pas de contrôle là-dessus, malheureusement, maintenant. Fait que moi, j'avance. Je regarde en avant. Ben oui. Puis comment que t'as pris cette nouvelle-là? Comment que t'as géré ça au début? Quelle nouvelle? Ben, maintenant, c'est terminé avec TVA Sport. Tu sais, comment tu l'as pris à ce moment-là? Ça a été difficile. C'est clair que ça a été difficile parce que j'ai fait l'erreur, je pense, que mon identité soit liée à mon travail. Je travaillais extrêmement fort. Je travaillais beaucoup. Et je pensais constamment à la job, j'essayais de m'améliorer, comme je te dis, j'essayais toujours de faire en sorte qu'on allait être les meilleurs. C'était ton identité. Hein? Puis, c'est ça, fait que mon travail est devenu un peu mon identité. Fait que là, quand tu perds ta job ou quand t'es plus là, tu te retrouves entre quatre murs puis tu te dis, bon, ben, je suis quoi? Je suis qui? Mm-hmm. Puis c'est la pire Christie d'affaires que tu peux faire, c'est que ta personne, que ton identité soit liée à ta job. Ben, tu sais, fait tu sais, ça démontre à quel point je pense que j'étais un petit peu... je pense que je me suis perdu en cours de route. Tu sais, je t'ai rendu que je me suis un peu égaré dans mes valeurs. Je me suis égaré dans ce qui était important. Fait que ça a fait en sorte qu'il a fallu que je fasse un reset. Il a fallu que je me recalibre puis que je prenne le temps de me regarder. Fait que ça a été excessivement difficile. Là. Non, ça a été très dur. Très, très, très dur. Le plus gros défi que j'ai eu à relever dans ma vie, c'est clair. Ah ouais. Mm-hmm. T'es allé consulter, c'est ça que tu disais dans le podcast à Kevin Raphaël? Oui, j'ai été consulté. Tu sais, j'avais jamais fait ça auparavant. Mais tu sais, il y avait bien d'autres choses. Là. Tu sais, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais une chose qui va mal. Ouais, Right? Quand les choses vont pas bien, il y a un paquet de choses qui ressortent. Qui ressortent, que tu ignores, que tu prends pas le temps de regarder, d'évaluer, tu fais juste t'es tout le temps en train de refouler puis de les repousser. Fait que oui, j'ai consulté. J'ai pas peur de le dire. Je dirais que j'étais à ce point perdu que je savais pas des choses de base de la vie, là. Tu penses quoi de ça? Tu sais, Jer, c'est quoi ton opinion sur telle affaire? Puis c'est quoi les choses la plus importante pour toi? Tu sais, quelle valeur est la plus importante? Tu sais, des choses simples, des fois. Et puis moi, on me posait des questions, j'étais comme, j'avais aucune raison. J'avais aucune réponse. J'étais pas capable de vraiment établir ou de mettre le doigt sur qu'est-ce que je pense de telle chose, ou c'est quoi qui est, tu sais, c'est quoi mon opinion sur certaines choses. Alors, il a fallu, on dirait que je me rebâtisse, puis que je me remonte, puis que je me pose des questions sur bien des affaires.
que je m'intériorise, puis que je fasse un genre de bilan sur qui je suis, où je m'en vais. Je suis une bonne personne, je suis pas une bonne personne. Une grosse remise en question. Ouais, une grosse remise en question, c'est sûr. Puis je te dirais que c'est un travail maintenant que je continue de faire. Là. Je pense que quand tu fais des choses comme ça, tu vas... tu décides de devenir ou d'essayer d'être la meilleure version de toi-même. Puis, alors, c'est ce que j'essaie de faire. Tu sais, je sais que c'est extrêmement cliché de dire ça, mais dans mon cas, c'est vraiment ça. Là. J'essaie juste d'être une meilleure personne. J'essaie d'être, de semer le bon le plus possible autour de moi. Je pense que j'ai toujours été une bonne personne, j'avais un bon cœur, mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, tu te perds pas. Puis moi, dans mon cas, je me suis perdu. Ouais. Tu disais dans le podcast avec Kevin Raphaël aussi que ton ego dans ces moments-là, tu sais, c'est ton pire ennemi. Là, tu sais. Ben, l'ego en général. L'ego peut être bon, là. Tu sais, je pense que l'ego, ça peut être une bonne affaire. L'ego peut te forcer des fois ça peut te donner de la drive, ça peut t'amener à vouloir te dépasser, ces choses-là. Fait que je suis pas en train de dire que l'ego, c'est complètement négatif, mais c'est clair que l'ego, à un moment donné, peut aussi te nuire, peut énormément te nuire, puis là, tu te vois peut-être plus gros que t'es. Moi, j'ai jamais été une personne qui se pensait meilleure que les autres, ces choses-là. C'est juste que je pense que j'ai juste perdu un peu un certain équilibre. J'étais un peu trop vers le travail. J'étais un peu trop porté vers, tu sais, certaines choses comme ça. Et ça a fait en sorte que j'étais complètement débalancé, déséquilibré. Puis, alors oui, mon ego, clairement, a pas été, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut simplement se rendre compte qu'on en a tous un ego. Je pense qu'en général, les gens ont pas mal tous un ego, mais il faut que tu fasses attention que ton ego te contrôle pas. C'est là que tu penses que peut-être c'est là que tu t'es perdu? Peut-être, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un concours de circonstances. Là. C'est bien des facteurs. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je me suis, dans mon cas, j'avais probablement... La vie, des fois, va te faire des cadeaux empoisonnés. Puis, aussi étrange que ça peut sembler, je pense que mon départ, moi, de la télévision, est un cadeau d'une certaine manière. Parce que ça m'a quand même forcé à trouver un miroir, à regarder dedans, à me regarder moi, puis à me réévaluer, puis de m'éloigner de toute la bullshit, de m'éloigner de toutes les... Tu sais, des fois, il y a des histoires qu'on se raconte ou il y a des mensonges qu'on va se dire. Ben moi, je me suis éloigné de ça, puis je me suis dit, OK, bon, ben, c'est quoi les histoires que je me raconte qui sont pas vraies? Je veux me confronter. Je veux me confronter. Je me suis confronté solide, là. Ça, je peux te dire une chose. Je me suis vraiment, vraiment confronté solide. J'ai complètement tout remis en question dans ma vie. Tout. Puis, ça fait en sorte que je pense que je suis plus fort aujourd'hui. Maintenant, j'ai encore bien des choses à corriger, j'ai encore bien des choses à améliorer, mais je suis... moi, je suis convaincu que je suis sur la bonne voie, en tout cas. Je suis convaincu que je suis... que le gars que tu vois ici aujourd'hui, c'est vraiment moi, là. C'est moi. Je suis pas ici avec un personnage, je suis pas ici pour essayer de te vendre quoi que ce soit, je suis pas ici pour essayer de t'impressionner. Honnêtement, si à la fin de notre rencontre, tu me dis « c'est qui ce gars-là? » Puis « well, so be it. » Je peux pas contrôler ça. Je sais vraiment pas. Puis ça, c'est une chose que je me suis rendu compte après avoir fait autant de la télévision pendant aussi longtemps, c'est qu'à un moment donné, tu présentes une version de toi-même ou tu présentes la version que tu penses que les gens veulent de toi. Ah, ça doit être ça fait en sorte que tu te lèves, là, puis t'es à chaque jour... Puis pas que je suis pas en train de dire que j'étais pas moi-même. Au contraire, en général, j'étais moi-même. Mais je veux juste dire que tu deviens un peu un personnage quand même. Tu deviens un personnage dans ta vie. Le problème avec ça, quand tu deviens un peu un personnage, c'est que là, le personnage que tu joues, c'est pour essayer de plaire à tout le monde. Mais t'es en train de complètement te trahir toi-même. T'es pas toi-même. Et ça finit par te jouer des tours. Puis c'est là que l'ego embarque, puis tout ça, là. Puis à perdre l'équilibre, justement. Il y en a plus d'équilibre, là. Maintenant, il y en a plus. Il y en a juste plus d'équilibre. Ouais. Puis t'es pas capable à cause de ça, t'as de la misère à vivre dans le moment présent. Fait que t'es toujours projeté vers, fuck, j'ai fait telle affaire, ben non, telle chose s'en vient, ou, fait que t'es juste plus capable d'être là, puis de vivre ce qui se passe là. Pour moi, ça a toujours été un défi, ça. Parce que j'ai toujours été une personne de performance et de réussite et de relever des défis. De te préparer. Oui, de préparation. La préparation, il y a personne qui allait être plus préparé que moi, là. Fait que ça faisait en sorte que t'es
t'as de la misère à vivre le moment, t'as de la misère à être là. Tu peux être à une finale de la Coupe Stanley, tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire, mais t'as de la misère à pleinement le vivre parce que t'es tout le temps en train de c'est pas assez bon, c'est pas assez bon. Faut que je sois encore meilleur, faut que je fasse mieux, faut que ça soit meilleur, faut que je sois plus préparé. Ouais, je suis déjà préparé. Non, mais t'es pas assez préparé. Il m'a répété, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de flow, là, tu sais, quand t'es dans la flow, quand les choses viennent naturellement, ben ça, c'est le contraire. C'est vraiment à l'antipode de la personne qui est pas capable de vivre dans le moment présent, ben t'es toujours en train de penser, fait que t'es tout le temps dans tes cristis de pensée. Et c'est-tu pour ça que quand tu t'es fait te reproposer de retourner à TVA Sport, t'as refusé? Non, non. Puis ça, je veux pas trop entrer dans ces genres de discussions-là parce que il y avait pas rien vraiment d'intéressant pour moi si jamais on avait eu si j'avais retourné à TVA Sport. Il y avait pas vraiment eu quoi que ce soit, là. C'est essentiellement des situations, je pense, que quand un employeur veut mettre fin à ton contrat, il doit t'offrir les différentes possibilités, mais jamais vraiment TVA Sport avait vraiment un intérêt à me garder. Je veux dire, quand TVA Sport, ils m'ont rencontré, ce qu'ils voulaient, c'était que je parte. Là. Ils voulaient plus que je revienne. Eux autres, ils avaient pris une décision, ils s'en allaient ailleurs, puis ils voulaient avancer, ils voulaient continuer sans moi. Fait que c'est correct. Comment t'as pris la vague d'amour, par exemple, que le monde t'ont donné? Je l'ai pas senti, ou à peu près pas, pour être bien honnête avec toi. Parce que, j'étais pas sur les médias sociaux. La dernière chose que je voulais, c'était de... Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a une vague d'amour. J'ai des amis, des proches qui m'ont dit ça. Mais je l'ai aucunement ressenti. Parce que, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, tu sais, j'étais dans ma tête. Puis je me disais, j'étais quasiment en mode panique. Là, je peux pas croire que c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, je l'ai jamais vu venir. Je savais que c'est un métier où tu vas finir par perdre ta job à un moment donné. C'est presque inévitable. Et je le disais souvent. Ça va finir par m'arriver, mais on dirait que je croyais jamais que ça allait arriver. Et je voulais pas lire, je me suis complètement isolé. Je me suis isolé longtemps, là. Je me suis un peu caché, parce que je sais pas, c'était un énorme choc. C'était un énorme choc. Donc, j'ai juste comme voulu essayer de décrocher le plus possible. Alors, j'apprécie. Puis je voudrais remercier les gens qui ont apprécié mon travail puis qui ont aimé ce que je faisais. Puis, on dirait que je me rends compte beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, bizarrement, là. Tu sais, je te parlais d'ego tout à l'heure, tu me questionnais là-dessus. J'avais pas le genre d'ego où j'arrivais quelque part, puis regardez-moi, puis je suis le gars de la télévision, puis je suis important. Jamais j'ai été comme ça. Pas tête enflée. Non, pas en tout. Même au contraire, un peu timide. J'essayais de prendre mon trou tout le temps. Mais avec mon départ, il y a tellement de gens qui, depuis... Puis je le vois beaucoup plus maintenant parce que j'imagine que je suis plus ouvert à ça, mais il y a tellement de gens qui viennent me voir, puis mon Dieu, on s'ennuie de toi, puis Christy, t'étais bon, puis on t'aimait, puis t'étais le meilleur, puis tu sais, le monde va toujours un peu en beurre et épais. Mais on dirait que je me suis rendu compte de l'impact que j'avais et de la proximité et le lien que j'avais avec les gens et à quel point j'étais dans la maison de beaucoup de gens. On dirait que je m'en suis rendu compte beaucoup plus après parce que quand j'étais dedans, tout ce que je me disais, tout ce que je pensais à faire, c'était de travailler, puis de m'améliorer, puis d'être meilleur, puis qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient meilleures, puis pour que les gars, tu sais, les gens autour de moi, je vais essayer bien les faire paraître, tout ça, ouais. Fait que c'est comme si je me suis pas rendu compte de ça. Fait que c'est bizarre à dire, c'est étrange, mais je pense que c'est une bonne leçon pour beaucoup de gens de prendre le temps de respirer et de vivre. Parce que, je veux dire, quand il n'y a pas de vie, il y a la mort. Je veux dire, entre les deux, là, tu sais, on est vivant ou on est mort. Fait qu'on est aussi bien pendant qu'on est vivant de profiter de la vie. Je veux pas être trop philosophe, là, mais c'est un peu ça. Tu sais, ça a été quand même un petit peu un moment où je me suis rendu compte, là, OK. T'as pogné le fond, là. J'ai pogné le fond, oui, mais je pense que comme... Oui, quand c'est pour clair. mieux rebondir. Mais tu sais, n'oubliez pas une chose, là, c'était très public. Je veux dire, quand t'es une personnalité publique, et t'es renvoyé, ben c'est clair qu'à un moment donné, les gens vont en parler ces choses-là. Fait que oui, c'est sûr que j'ai frappé le fond du baril. Je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, ça a été le plus gros défi de ma vie, là. Puis là, on peut t'entendre, t'es chroniqueur sportif au 98.5. Ouais. Je travaille à Cogeco, je travaille sur différents projets aussi. Puis j'ai toujours
voulu faire de la radio. J'en faisais un peu comme chroniqueur à l'occasion. Là, au téléphone, on m'appelait pour parler de certaines choses. Mais j'ai jamais vraiment, ou à peu près jamais fait de radio, là, d'aller sur place, d'être en studio avec une équipe et tout ça. Alors Cogeco m'a donné cette opportunité-là. Puis je suis très reconnaissant. J'aime beaucoup ça. C'est un médium qui est différent. Puis mon but, c'est d'être justement le contraire peut-être de ce que j'ai pas suffisamment été avant. C'est-à-dire d'être beaucoup plus moi, puis d'être beaucoup plus présent. Mm-hmm. C'est ça mon objectif. Je serai pas parfait. Le monde va aimer, ils vont pas aimer. J'ai pas de contrôle là-dessus. Je veux en profiter, je veux m'amuser. Puis je veux que les gens peut-être découvrent un peu plus qui je suis vraiment versus la version là, du gars avec la cravate, puis l'habit, puis tout le kit, puis les cheveux toujours bien placés. Là. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu ça. Puis c'est de découvrir un médium que je connais peu, mais que j'ai toujours été intrigué, que j'aime énormément. Puis là, c'est cool parce que vous parlez de tous les sports. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas juste le hockey là-dedans. Là. Ben c'est ça, mais j'ai toujours été intéressé par beaucoup de sports, mais ça donne que ma job, on m'a assez rapidement amené dans le monde du hockey. Puis quand t'es journaliste sportif au Canada puis qu'ils te disent que tu vas couvrir Sidney Crosby puis tu vas couvrir la finale de la Coupe Stanley puis les Olympiques puis des choses comme ça, ben c'est clair que le hockey, c'est la chose que tu veux couvrir. Alors j'ai été très choyé, très chanceux. Mais là, oui, je peux parler d'autres choses. Puis j'ai d'autres intérêts. Là. J'ai pas juste tu sais, les gens semblent penser que le seul intérêt que j'ai dans la vie, c'est le sport puis le Canadien de Montréal et tout ça. Ben, tu sais, j'ai bien d'autres intérêts. Ouais, non, exactement. Mais c'est aussi en même temps que j'ai pas vraiment peut-être démontré d'autres côtés de ma personnalité où j'ai pas vraiment développé ça. Puis de toute façon, le travail ou la chose pour laquelle j'étais reconnu, c'était le hockey. Fait que c'est correct, mais c'est sûr que c'est le fun pour moi de parler d'autres choses, puis de développer d'autres sujets, puis de développer aussi un réseau qui est un peu différent de celui que j'entretiens depuis si longtemps. Hey, Louis-Jean, ça a vraiment été super apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Y a-tu des choses qui s'en viennent? Y a-tu des projets que tu peux parler qui s'en viennent? Ou... Je peux pas trop en parler. Je travaille sur différents projets. Okay. Actuellement, oui. Mais tant que ce sera pas annoncé, je peux malheureusement pas aller là, mais je travaille sur différentes choses actuellement. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, qui m'excitent, et puis j'espère que ça va pouvoir on va pouvoir présenter ça à tout le monde là, rapidement. C'est sur quoi je travaille. Puis aussi, t'es sur les réseaux sociaux, tu fais plusieurs analyses. Je vois ça, tu sais, tout partout, là, sur TikTok, Facebook, ben, c'est Instagram. C'est mes enfants qui m'ont dit, tu sais, quand tu disais la vague d'amour, moi, je l'ai pas vraiment vu, je l'ai pas senti parce que j'étais pas là. Mais il y a des gens, j'ai des gens aussi qui sont là-dedans, là, qui spécialisent dans ce domaine-là, les réseaux sociaux, ces choses-là, qui m'ont dit, Louis, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à toi, qui voudrait te voir, qui voudrait t'entendre. Mm-hmm. Même le balado, je veux dire, c'est le deuxième balado que je fais, là. Ouais. J'ai eu beaucoup de demandes de balado. Je les ai tous refusés. Mais alors là, je m'affiche plus parce que, comme je disais, mes enfants m'ont dit, papa, vas-y, parle, raconte-nous un peu. Là. Les gens veulent savoir ce que tu penses du Canadien, du hockey, ces choses-là. Alors, je m'affiche sur le sport, principalement. Parce que j'ai des opinions, puis je les prononce et je les dis plus ouvertement. Mais aussi, j'ai beaucoup d'autres choses que j'ai le goût de partager. Je veux dire, quand tu passes par des moments plus difficiles comme j'ai passé aussi, ben, je pense que c'est bon aussi de les partager parce que ça peut inspirer, puis ça fait juste du bien de dire, ben non, je suis pas parfait. Puis fait que j'ai beaucoup de plaisir à communiquer avec les gens un peu différemment que je le faisais avant. Ben ouais, fait que c'est ça, tu sais, le monde, ils peuvent te voir sur tes réseaux sociaux aussi, ou à radio. C'est nouveau pour moi, mais ouais. Ben c'est bien fait, c'est bien monté, puis... Ben, c'est très très simple, mais c'est gentil, j'apprécie. Fait que juste, je te laisse partir, il y a mon commanditaire, les cafetières Bellucci, puis procafetière.ca qui t'offre un sac de café du WhatsApp Podcast. Hey, c'est gentil, merci beaucoup. Une belle tasse procafetière.ca. Fantastique. Fait qu'encore une fois, gros merci Louis-Jean. Merci à toi. C'est super apprécié. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.